À notre chapitre 9, module étude de faisabilité, nous allons parler aujourd'hui de la conduite du changement par étapes. Nous avons introduit ce module la semaine dernière et nous allons donc continuer sur ce chapitre en parlant de comment les changements vont se faire et cela par étapes. Concernant les objectifs du cours, on va voir qu'est-ce que la conduite de changement en entreprise, pourquoi faire cette conduite de changement, la courbe du changement, comment conduire le changement en 6 étapes, la résistance au changement, qui est un grand défi, les outils de conduite du changement et enfin les acteurs, les fameux acteurs de ce changement. Conduite du changement, 6 étapes pour la mettre en place avec modèle. Donc, il va s'agir aujourd'hui de ces 6 étapes. Alors, la conduite du changement est un ensemble d'actions qui vise à accompagner un projet de changement au sein d'une organisation. Une bonne méthodologie de gestion du changement permet la compréhension et l'adhésion par les collaborateurs aux nouvelles règles imposées par le changement. Ce chapitre, en fait, va nous expliquer ce qu'est la gestion du changement, pourquoi et comment la mettre en place, pour distiller les éventuelles résistances au changement. Donc, chapitre très intéressant et aussi, point très intéressant, la résistance ou les résistances au changement. On va voir comment les différentes parties prenantes, comment vont-elles probablement, possiblement résister à ce changement. Donc, l'être humain, en règle générale, est quelqu'un qui n'aime pas le changement. On va voir comment ces résistances opèrent et comment faciliter le changement. Comment le faire opérer graduellement et le faire accepter. Comme le dit l'adage bien connu, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. De Francis Blanche. Qu'est-ce que la conduite de changement en entreprise? Tout projet apporte un changement puisqu'il assure un passage d'un état actuel à un état futur. Ce passage n'est pas sans conséquence puisqu'il change, transforme et parfois même rompt avec les habitudes et bouleverse l'ordre établi. La conduite du changement est un processus d'accompagnement d'un projet de changement dans une entreprise, grâce à des méthodes approuvées dans ce domaine. Son objectif est de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes du projet aux nouvelles règles du jeu, tout en assurant un suivi des taux d'adoption et d'utilisation. De ce fait, réussir un projet de changement nécessite beaucoup de réflexion et d'outils. Qu'est-ce que la conduite de changement en entreprise? D'après une étude récente sur la conduite du changement, le niveau de conviction et de prise de conscience par rapport à la conduite de changement est assez élevé chez la communauté des professionnels en gestion de projet. Donc ce niveau de conviction, selon une étude importante, il est de 53%. Voici donc un visuel du résultat de l'étude sur la conduite du changement. Donc une étude a été menée, donc des gens se sont proposés comme volontaires pour cette étude et il a été question de voir le changement entre, on parle de changement, évidemment on parle d'un état futur, un état actuel et le changement qui va s'opérer vers l'état futur. Donc, deux facteurs ici, la création de valeur en monnaie, en euros, et le temps. Donc, on voit qu'il y a une progression d'un état actuel à un état futur.
dans les deux sens, en termes de création de valeur et de temps. On va voir ça en détail. Donc, quelle que soit la performance technique ou l'avancée technologique qu'apporte un projet, si les utilisateurs n'adhèrent pas au changement, le projet échoue inévitablement. Il est donc nécessaire d'être très vigilant à cette composante et de la prendre en considération dès la phase planification du projet. Pourquoi faire de la conduite du changement? Tout projet de changement doit s'accompagner de mesures afin de réduire les éventuelles peurs et résistances et se concentrer sur les avantages de la nouvelle situation. D'où l'intérêt de la conduite du changement. La nature humaine a tendance à préférer le statu quo. Le statu quo veut dire pas de changement. On reste à l'état actuel. On reste à l'état avec lequel on est familier. Pas de changement, pas de nouveauté, pas de perturbation. Du coup, le changement est souvent un processus complexe et difficile. Partons d'un exemple. La courbe de deuil. Chacun d'entre nous est passé ou passera, donc par la force des choses, par la perte d'un être cher. Quelque chose que tout le monde redoute, j'imagine. C'est tout simplement inévitable. Pourquoi faire de la conduite du changement? Donc on va continuer sur le même exemple du deuil. L'annonce de cette perte provoque une série de phases définies comme suit. Premièrement, le déni. On ne veut pas y croire. On ne veut pas l'accepter. Deuxièmement, la colère. On va résister, refuser d'accepter la situation. 3. La tristesse, la dépression. On ne peut imaginer survivre sans l'être cher. 4. L'acceptation. On comprend qu'on ne peut rien y changer, rien y faire. Et du coup, ce qu'il nous reste, c'est juste d'accepter pour continuer de vivre. Et enfin, espérons la sérénité. On retrouve une certaine motivation, de nouvelles forces et la vie suit son cours. La courbe du deuil, comme vous pouvez le voir, on a un graphique ici avec cette fameuse courbe du deuil avec les 5 étapes. Le déni, on est au sommet de la courbe. Après, on descend, on est encore plus bas. Colère, troisième stade. Dépression, c'est encore pire, donc on est encore plus bas sur la courbe. Et petit à petit, les choses vont commencer à s'améliorer graduellement par étapes jusqu'à arriver à une certaine acceptation, si ce n'est une acceptation totale. Après l'acceptation, les choses vont encore commencer à s'améliorer, donc on commence à revivre, donc reprendre nos activités et jusqu'à atteindre, espérons-le, la sérénité. La sérénité qu'on espère tout le monde a. Le choix de cet exemple n'est pas anodin. Il y a de grandes chances que certains de vos collègues réagissent d'une manière similaire lors de la mise en place de votre projet. Après tout, installer un nouveau système ou une nouvelle organisation, c'est devoir se séparer de l'ancien ou alors de l'ancienne. Et c'est plus difficile à accepter pour certaines personnes que pour d'autres. Pour que votre projet soit une réussite totale, il est indispensable de gérer ce changement. La courbe du changement. Parce que les similitudes entre la courbe du deuil et tout changement important dans l'entreprise sont très proches,
on va aborder la gestion des changements d'une manière assez proche. Beaucoup de sociétés travaillent avec une courbe similaire à 5 étapes, qu'ils appellent la courbe du changement. Une très bonne approche aussi. Ainsi, dans notre méthodologie de conduite du changement, nous allons utiliser une courbe du changement en 7 étapes. Celle-ci est plus adaptée aux projets informatiques, par exemple. On prend l'informatique comme industrie juste en tant qu'exemple. Cette infographie illustre 3 mesures d'accompagnement tout au long de la courbe de changement. Nous voici sur la courbe du changement. Quelles sont les 7 étapes? Alors, on va les scinder en 3 parties majeures. Donc, premièrement, on a le choc. Ensuite vient le déni. Ensuite vient la frustration. Ces 3 états font partie de la première phase, qui est la phase de communication. Choc, déni, frustration. On essaie de communiquer, de comprendre pourquoi, on parle à des gens, etc. Deuxième grande phase, où on a 2 étapes, la dépression et l'expérimentation. Donc ici, on est au stade de support émotionnel. Lorsqu'on est en dépression, on se renferme sur soi-même et à un moment donné, on essaye de trouver des solutions, de chercher de l'aide. Donc, expérimentation, c'est essayer de chercher de l'aide, de s'en sortir, de se sentir mieux, pourquoi je suis dans cet état, etc. Troisième stade, qu'on appelle orientation et conseil. Ici, on va commencer à accepter la chose graduellement, petit à petit. Et enfin, l'intégration, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est que on recommence à vivre, on essaie de s'auto-motiver, de se motiver, la vie reprend son cours, on fait nos activités, on se fixe des objectifs, etc. Pour résoudre les défis rencontrés à chaque étape du processus de mise en place d'un projet majeur, vous allez approcher ces étapes en 3 blocs, comme j'ai expliqué. Donc, voyons de plus près ces 3 mesures d'accompagnement. Nous allons les voir en détail, encore une fois. Je l'ai expliqué sur le graphique, on va le voir ici encore. Donc, pour résoudre ces défis de phase de déni, colère, voire de frustration, en conduite du changement, eh bien, nous allons soigner la communication. Nous allons donc développer un plan de communication pour notre projet. Les premières communications échangées avec les parties prenantes prendront en compte ces étapes en déni, de colère et de frustration. La communication, très important. Qu'est-ce qu'il nous faut faire afin de communiquer efficacement, de passer ce stade, etc. Donc pour cela, on expliquera pourquoi ce changement est inévitable. On expliquera les impacts positifs pour les collaborateurs et l'entreprise. On tentera de répondre aux questions inconfortables que chacun est en droit de se poser. On va essayer aussi d'éviter les frustrations en n'oubliant personne dans la communication. Ceci est aussi valable pour toutes les fonctions. Des nouveaux recrues, la stagiaire, de la stagiaire ou alors du stagiaire jusqu'à la direction, les managers, les gestionnaires, etc. Pour les parties prenantes clés, la cartographie des décideurs est particulièrement utile. C'est un moyen de s'assurer que chaque acteur clé soit pris en compte de manière appropriée. Le support émotionnel. L'être humain est un être bourré d'émotions, de ressentis. Dans la conduite de changement, on ne peut ignorer le ressenti de chacun. Pourquoi? Car chacun ressent sa propre vérité de manière différente.
Il ne s'agit pas ici de s'occuper des personnes individuellement, mais bien de tenir compte du fait que chacun perçoit les messages de manière un peu ou énormément différente. Il faut donc faire preuve ici d'intelligence émotionnelle lors de la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Le message ici, c'est de s'adapter aux personnes. On ne fonctionne pas de la même façon, on n'est pas pareil. Émotionnellement parlant, on gère les événements, les choses, etc. de manière différente. Donc, il est très important de connaître ces nuances et de savoir que les personnes sont différentes et du coup d'adapter notre communication à chacun. Dans le but, évidemment, qu'elle soit effective. Prochaine phase, la phase de tristesse. Donc, afin de passer le plus rapidement à cette phase de tristesse ou de dépression, à la phase d'acceptation. On peut pour cela proposer à ceux qui le veulent d'expérimenter les changements en se faisant leur propre idée des avantages de celui-ci, de se familiariser avec le nouvel environnement. Il est question ici d'orientation et de conseil. Afin d'accélérer la phase d'acceptation du changement, on peut maintenant former les collaborateurs aux nouveaux outils, aux nouveaux services. Il est bon que cette étape soit le plus personnalisée possible. Pourquoi? Afin de pouvoir donner des conseils individuels. On va aussi suivre pendant une période d'adaptation chaque groupe d'utilisateurs dans le but de faciliter l'intégration des nouveaux systèmes, nouveaux services ou alors de nouvelles organisations. C'est la dernière grande étape de la conduite du changement vers le succès. Comment conduire le changement en 6 étapes? Suite. L'accompagnement au changement passe par la gestion et le contrôle des engagements des parties prenantes du projet. Cela nécessite d'établir un plan de conduite de changement dans le but de réussir l'adoption de ce dernier. Donc, je vous suggère vivement cette démarche de conduite du changement en 6 étapes. On va la voir dans les slides qui viennent, étape par étape, comme déjà expliqué auparavant. Donc, soyez attentifs, chers étudiants. La fixation d'un objectif. Premièrement, fixation d'objectif, alors d'un objectif. Toute stratégie de conduite du changement est liée à un objectif précis. Par exemple, lancement d'un nouveau logiciel de gestion, transformation digitale pour répondre à l'évolution des besoins des clients, apparition de nouveaux outils ou méthodes ou systèmes, voilà, et bien d'autres nouveautés qui peuvent être introduites au sein de l'entreprise. Quel que soit l'objectif du changement, parce qu'il y a toujours, il faut savoir que le changement a un objectif. Il n'y a pas de changement que comme ça. Lorsque le changement est opéré par l'être humain, derrière il y a toujours un objectif. Donc, quel que soit l'objectif de ce changement, il s'agit de connaître son objectif ainsi que les bénéfices attendus du changement. On ne va pas, en d'autres termes, on ne va pas changer ou alors essayer de changer les choses si on ne voit pas de points positifs à cela. Deuxièmement, registre des parties prenantes. L'identification et la gestion de l'implication des parties prenantes de projet, vous l'avez compris, est la clé de voûte pour une conduite de changement réussie. Il s'agit donc d'identifier, d'analyser et de gérer l'engagement des parties prenantes. Mot important, soulignez-le,
engagement. Engagement de parties prenantes. Cette gestion se fait à travers un processus de gestion rigoureux. On dira aussi que le registre des parties prenantes sera votre allié pour cette opération. L'outil qui va vous aider pour cette opération, pour gérer l'engagement des parties prenantes, est un registre où l'on va enregistrer différentes données. Plan de changement et de communication. Troisièmement, plan de changement. Comme expliqué précédemment, un plan de changement sera mis en place. Il va définir le modèle à suivre, que ce soit Lewin, Adcar ou d'autres. Les types de messages à passer aussi vont être définis. L'organisation à mettre en place va être définie. Et enfin, le plan de communication ainsi que le plan de formation que l'on va diffuser. Quatrièmement, plan de communication dont on vient de parler. Alors, plan de communication qui va concerner, qu'on va plutôt mettre en place en interne, c'est-à-dire avec les parties prenantes internes de l'organisation ainsi que externes. Un plan de communication de projet détaillera toutes les parties prenantes, ainsi que quand et comment les communiquer avec elles. Fameux plan de communication interne et externe. Donc ce plan va englober les aspects suivants. Expliquer toutes les raisons pour lesquelles les changements sont inévitables en faisant le point de la situation actuelle et les étapes menant à la situation future. Quelles sont les raisons pour lesquelles la direction a-t-elle pris cette décision? Décrivez les différentes étapes de mise en place, ainsi que la structure du projet et les impacts point par point. Quelles sont les audiences? Listez et groupez toutes les parties prenantes. Définissez la fréquence de communication. N'oubliez pas les groupes externes, à savoir les clients, les fournisseurs, etc. Adaptez le contenu en fonction des audiences, ni trop ni trop peu. Mettez en place un retour d'information pour éventuellement corriger la communication. Cinquièmement, plan de formation. Une formation adéquate apporte un nouveau confort aux collaborateurs et réduit ou alors supprime les angoisses de l'inconnu. Le plan de formation apportera les connaissances et compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce plan sera adapté à chaque groupe d'utilisateurs. Ces groupes sont souvent différents ou alors plus détaillés que les groupes d'audience de communication. Chaque groupe aura des besoins ainsi que des attentes particulières. Ceci est à prévoir dans ce plan. Comme à chaque fois, mettez en place des mécanismes de retour d'informations et corrigez le matériel et ou le plan de formation. Mettez aussi en place des réunions de suivi afin de solidifier la base de connaissances. Profitez-en pour mettre en place un canal d'échange à utiliser maintenant et dans le futur. Quelles sont les méthodes, quels sont les outils que vous allez utiliser pour échanger et communiquer, que ce soit à l'instant T ou prochainement dans le futur. Sixièmement, support et suivi. Grâce au retour d'informations, corrigez votre plan de communication. Voici comment on peut y procéder. Premièrement,
identifier les groupes ou les individus nécessitant une attention particulière. Mettez en place une communication adaptée afin de convaincre les réticents, ceux qui ne veulent pas de changement, qui sont résistants au changement, etc. N'oubliez pas que leur perception est leur propre image de la réalité. Si cette perception est fausse, trouvez un moyen de la corriger. Donc, ici, il va falloir user d'intelligence émotionnelle afin de faire accepter le changement. À ce stade, je vais vous recommander d'utiliser un registre des risques et problèmes à mettre à jour pendant toute la période de transition. Enfin, cette dernière étape sera également l'occasion de mener des enquêtes d'évaluation pour suivre le taux d'adoption, d'acceptation et d'utilisation. Les résultats de la communication et de la formation sont à évaluer à l'aide d'enquêtes anonymes ou anonymisées, c'est-à-dire que les participants, les noms des participants, etc., ne vont pas figurer sur l'enquête. Tout changement rencontre de la résistance, comme on l'a expliqué précédemment. C'est dans la nature humaine. On va maintenant voir les causes de résistance au changement. On va citer quelques causes. Premièrement, la peur de l'inconnu. L'être humain, par définition, n'aime pas l'inconnu, n'aime pas ne pas savoir où il va, qu'est-ce qui va se passer, etc. La mécompréhension, quelque chose qu'on ne comprend pas. Un manque de confiance, donc le changement va générer un manque de confiance, parce qu'il y a de l'inconnu justement. Un blocage, car on n'a pas été impliqué. Lorsqu'on n'a pas été suffisamment sensibilisé, informé, on peut avoir un certain blocage, car on n'est pas impliqué, on ne se sent pas concerné. Au lieu d'être impliqué, on va avoir la sensation que on est impacté par le changement plutôt que impliqué dans le changement. Un manque de temps, bien évidemment, donc on n'a pas le temps de s'adapter, on va sentir cette frustration-là. La routine, le manque de motivation. Qu'est-ce que cela va me rapporter, ce grand changement, surtout s'il est important pour moi? Un manque de compétences. Il va falloir que je me recycle, de faire je ne sais pas utiliser ce système, etc. Une mauvaise communication, lorsqu'on ne communique pas efficacement. Et bien d'autres causes du résistance au changement. Très très important, le changement existe dans nos vies personnelles, professionnelles, etc. Alors, pour faire face à ces raisons de résistance au changement, on va voir quelques stratégies à adopter en conduite du changement dans le but de vaincre cette fameuse résistance au changement. Alors, on va trouver quelques stratégies. Parmi celles-ci, il va falloir impliquer les collaborateurs dans la préparation du changement, provoquer le retour d'informations, expliquer pourquoi, comment et quand nous allons changer, expliquer les bénéfices pour chacun ainsi que pour, bien sûr, l'organisation, penser à des récompenses pour un projet réussi, prévoir des formations spécialisées ainsi que leur suivi, créer de nouvelles zones de confort pour chacun afin de faciliter cette transition
et pour minimiser au maximum, voire éliminer, cette ou alors ces résistances au changement, qui sont différentes d'un individu, d'un professionnel à un autre. Voici un visuel en infographie. On va voir ici un résumé de la démarche ainsi que des mesures d'accompagnement au changement. Alors, sur la gauche, nous avons une démarche d'accompagnement. Sur la droite, colonne de droite, nous avons des mesures d'accompagnement. Donc, démarche et mesure. Démarche, c'est en théorie. Mesure, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Alors, démarche d'accompagnement, le registre des parties prenantes, le plan de changement, le plan de communication, le plan de formation, enquête de satisfaction, le support opérationnel. Quant aux mesures d'accompagnement, eh bien, nous allons trouver connaître les objectifs et bénéfices attendus du changement, gérer les engagements des parties prenantes, identifier et gérer les résistances, donner un support émotionnel et enfin, donner des conseils ainsi que des orientations. Donc, mesure, c'est ce qu'on va mettre en place. Démarche, c'est le côté théorique. Comment on va faire les choses. Et les mesures, c'est quelles sont les choses à mettre en place. Outils de conduite du changement. Inutile de réinventer la roue, qui veut dire inutile d'essayer donc d'inventer quelque chose de très complexe, de très développé, de très avancé. En management du changement, on peut utiliser plusieurs outils de conduite du changement, dont je vous citerai les plus utilisés dans ce qui suit. Il est nécessaire de penser le modèle de conduite de changement que vous allez adopter dès la phase de planification. Toujours en outil de conduite du changement, première méthode, la méthode ADKAR. A-D-K-A-R. Donc c'est un acronyme. Donc cette méthode ADKAR A pour awareness, D pour désir, desire, K pour knowledge, savoir, A pour ability, qui sont les compétences, et R pour reinforcement, mettre en place. Donc, cette méthode ADKAR, qui pourrait être traduite par sensibilisation, désir, connaissance, compétence et renforcement. Elle est très utilisée dans les grandes entreprises. En conduite du changement, ce modèle se focalise sur l'individu. On va mettre l'individu au cœur du processus. Donc, awareness, prise de conscience des raisons, métiers du changement. Desire, désir de s'engager et de participer au changement, surtout lorsqu'on a un sentiment d'appartenance fort. Knowledge, ce sont les connaissances sur la façon de changer. Ability, capacité à réaliser ou à mettre en œuvre le changement au niveau de performance requis. Et enfin, reinforcement, renforcer pour s'assurer que le changement est pérenne et il va durer dans le temps, qu'il va être mis en place et que l'on va continuer sur ce changement. Donc un changement efficace. Une autre méthode, autre modèle, deuxièmement, le modèle Kurt-Lewin. Donc le modèle de Kurt-Lewin, quant à lui, pense le changement en se focalisant sur des groupes
et ce, en 3 étapes distinctes. Première étape, dégel, décristallisation. Il va s'agir d'abandonner des anciennes habitudes et comportements et motivation au changement. Deuxièmement, adaptation. On change la situation en mettant en place une stratégie pour limiter les résistances au changement. Troisièmement, regel, recristallisation. On consolide la nouvelle situation en introduisant de nouvelles habitudes. Le modèle de Kurt Lewin est très utilisé dans le monde de l'entreprise, évidemment, car son approche est aussi excellente et très efficace. Donc, le voici, ce fameux modèle de Kurt Lewin, sur un visuel. Donc, en anglais, il s'agit de unfreeze, change, refreeze. Donc, unfreeze, motivation, changement. Pourquoi le changement est-il inévitable? Change, conduite du changement. Les avantages du changement pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et enfin, refreeze, consolidation. Notre environnement a changé. Et voilà donc un petit résumé d'une façon aperçue visuelle du modèle de Kurt Lewin avec donc les mots-clés en anglais qui sont unfreeze, change, refreeze. Motivation, changement, conduite du changement, consolidation. Les acteurs du changement. De l'équipe projet aux acteurs de l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes, la conduite du changement va faire participer un certain nombre d'acteurs clés de l'entreprise selon la taille du projet. Selon l'enquête de Gartner, menée auprès de plus de 6500 employés et de plus de 100 responsables des ressources humaines dans le monde entier, donc étude majeure qui a été menée dans ce sens, les meilleures organisations s'appuient sur leur personnel et non sur leurs dirigeants afin de conduire le changement. Vous l'avez compris, ce qui est crucial, primordial, important est le personnel, c'est-à-dire le staff, parce que ce sont ces personnes-là qui vont soit résister au changement, soit l'accepter et avoir la motivation d'avancer. Et du coup, si eux, ils acceptent et ils sont motivés par rapport à ce changement, eh bien, l'entreprise s'en verra aussi gagnante. On va maintenant se focaliser sur le chef de projet, vu son importance. Pour des projets de petite ou moyenne importance, il se peut que votre management attende de vous de piloter le changement comme part intégrante de votre projet. Cela aura bien sûr l'avantage que vous puissiez intégrer toutes les tâches correspondantes comme part intégrante de votre plan de projet. Agent de changement, facilitateur et formateur. Pour des projets majeurs, la conduite du changement dans les entreprises représente une charge de travail impossible à ajouter avec votre travail de chef de projet. Par conséquent, on confiera cette tâche, donc l'accompagnement au changement, à un spécialiste, qu'il soit interne ou externe à l'organisation. Donc, ce spécialiste travaillera en binôme avec le ou la chef de projet et sera par conséquent responsable des aspects de changement, de communication, de formation et d'intégration.
En fonction du nombre de collaborateurs, on pourra aussi assigner des agents du changement, des responsables de transition qui vont épauler le responsable du changement. Et bien sûr, il y aura aussi les facilitateurs, les formateurs ainsi que les équipes de support utilisateurs. Cela vous semble exagéré? Ces structures ont contribué au succès de la plupart des projets majeurs et sont un facteur incontournable de réussite. Il suffit de tailler les équipes de changement, de transition, à la taille du changement organisationnel de votre projet. Une bonne gestion des équipes est donc cruciale. La résistance au changement en gestion de projet est une réaction ou comportement face à un changement ou une transformation au sein d'une entreprise. La réussite de toute démarche de projet dépend étroitement de la manière avec laquelle on accompagnera le changement qui va être introduit par le projet. Cet article, ou alors ce qui suit, vous aidera, je l'espère, à comprendre la psychologie de la résistance au changement. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain quand il s'agit de changement? Et en particulier par rapport à la résistance à ce changement. Et à l'accompagner pour mener à bien le projet de changement. Alors, un sous-chapitre dans le chapitre, sommaire de ce sous-chapitre. Donc, on va aller encore plus en détail dans ce sujet de changement ou alors conduite du changement au sein d'un projet, d'une entreprise. Alors, sommaire de ce sous-chapitre. Pourquoi a-t-on peur du changement? Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain, la psychologie encore une fois. Qu'est-ce que la résistance au changement? Les leviers de l'accompagnement du changement, les modèles de plan de conduite de changement ainsi que le plan de communication, les 4 freins au changement, la courbe du changement, les formes de résistance au changement, comment vaincre cette résistance au changement et on va finir par donner une conclusion. Premièrement, pourquoi a-t-on peur du changement? Pour comprendre la psychologie de la résistance au changement, il faut d'abord comprendre ce qu'est le changement. Tout changement rencontre de la résistance. C'est humain, c'est normal, c'est la nature humaine. La peur du changement peut émaner de diverses raisons, peut venir, subvenir de diverses raisons. Ça peut venir de la peur de l'inconnu, le manque de motivation, le manque de confiance et bien d'autres facteurs. Dans un contexte de changement, on passe d'un état d'équilibre connu et stable ou perçu comme stable vers un autre état d'équilibre qui est supposé stable. Cette transition va se passer en traversant une zone de turbulence et d'instabilité. C'est justement cette transition qui est matérialisée par le phénomène du changement. Il existe 2 principaux types de changement. Changement type 1 impacte uniquement certaines parties de l'ensemble et peut être réversible. Changement de type 2, remise en cause de l'état d'un système donné. L'impact est profond et touche le fonctionnement global et concerne toute ou une grande partie des éléments constituant l'ensemble. Il est irréversible et se nomme aussi transformation. Donc 2 types à retenir. Celui qui impacte uniquement les parties de l'ensemble et qu'on peut changer, qui veut dire réversible. Et enfin, un deuxième changement qui va remettre en cause l'état du système donné.
Donc l'impact est beaucoup plus profond et il va toucher d'une manière globale les éléments qui vont faire partie du projet, de l'organisation, etc. De nos jours, on entend beaucoup parler de la gestion du changement. La raison est tout simplement que les changements sont devenus plus fréquents et plus rapides. Ils se manifestent par vagues successives. On n'a même pas le temps de digérer un changement qu'un autre pointe son nez à l'horizon. Autrement dit, on doit apprendre à s'adapter et vite, car il n'y aura pas de deuxième tentative. On vit un changement, des changements dans nos vies respectives, dans notre travail, les technologies, les événements, les crises, etc. Donc tout ça chamboule notre quotidien et nous avons besoin de temps, un certain temps pour digérer cela, l'accepter et avancer. Encore une fois, qu'est-ce que la résistance au changement? La résistance au changement se traduit par un ensemble de réactions face à un contexte de changement. Les plus courantes et naturelles sont la résistance ou encore la peur de l'inconnu. Et c'est tout à fait légitime et normal. À retenir, résistance veut dire une forme d'opposition, une force réactive naturelle à apprivoiser. C'est donc une simple réaction pour se défendre et se protéger d'un supposé agresseur. La résistance au changement en entreprise se situe au niveau de l'individu, même si l'on puisse observer les comportements par groupe d'individus. Ce constat est le fruit de plusieurs années d'études et d'observations par des experts en la matière, notamment chez la société Prosky, qui a développé le modèle ADKAR, ADKAR, qui est bien connu pour son approche centrée sur l'individu. Donc, à retenir, chers étudiants, on ne change pas une organisation, mais ce sont les individus qui la composent. Donc, c'est en fait, on ne change pas une organisation, mais on change ces fameux individus qui la composent. De ce fait, l'accompagnement du changement devra se faire en réalité à l'échelle individuelle. Les gens ont besoin d'être rassurés, ce qui signifie de créer une multitude d'actions et de comportements complémentaires et indispensables, à savoir écouter, clarifier, expliquer, répondre aux peurs suscitées par le changement, ainsi qu'aux blessures anciennes réveillées par le changement. À retenir aussi, il convient d'apaiser les craintes pour diluer la résistance psychologique au changement pendant la phase de transition, traversée du désert, entre la situation initiale et la situation finale. C'est ici qu'intervient la communication, en particulier une bonne stratégie de communication interne qui peut aider à dissiper les résistances en adaptant au mieux le message selon chaque partie prenante. On parle alors bien d'un accompagnement et non d'une simple conduite de projet. L'illustration suivante suggère que la résistance est au cœur du changement et que l'accompagnement couvre le changement dans sa globalité. Parlons désormais des leviers de l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement renvoie vers une approche concertée et co-construite. Cela veut dire impliquer la population cible, c'est-à-dire celle-là qui va être impactée de manière anticipée, tout en tenant compte de ses spécificités
en tant que groupe d'individus. La gestion de changement, c'est l'ensemble des techniques, des méthodes, des moyens mis en œuvre pour apaiser les peurs et dépasser les résistances aux changements éventuels. D'habitude, le chef de projet est très bien informé et conscient des enjeux, du contexte du projet et celui de l'entreprise. Cependant, il est en général peu conscient des enjeux pour la population cible. Parmi les drivers sur lesquels on peut agir, c'est-à-dire les leviers, on peut citer premièrement, l'histoire collective de l'entreprise, encore appelée la mémoire de l'entreprise. Les expériences passées de projets qui ont marqué les gens et fait des dégâts collatéraux ou laissé des blessures. L'histoire de chacun, c'est irréaliste, me diriez-vous. Vous avez raison, mais au moins connaître l'histoire des personnes qui seront sélectionnées ou alors choisies pour être les agents du changement ou les influenceurs, ça existe dans toutes les entreprises. Encore faut-il les dénicher et les convaincre pour embarquer positivement dans le projet sans donner l'air de les manipuler. C'est tout un art, vous l'avez compris. Quels prérequis pour le chef de projet ou le responsable d'accompagnement du changement pour qu'il appréhende la résistance au changement sous un angle optimal? En plus de ses compétences techniques et managériales, le chef de projet en charge de l'accompagnement de la résistance psychologique au changement devra incarner des valeurs humaines et faire preuve de empathie, disponibilité, neutralité, authenticité, flexibilité, et enfin ouverture d'esprit. Donc, afin d'accompagner la résistance psychologique au changement des différentes parties prenantes, eh ben, il va falloir avoir toutes ces qualités-là afin de avoir une transition qui va se faire tranquillement, efficacement. Voici un visuel de ce qu'on vient de voir. Donc le manager, le gestionnaire au centre, il va être celui en charge de l'accompagnement. Il doit avoir de l'empathie, de la disponibilité, de la flexibilité, ouverture d'esprit, neutralité et authenticité, comme on vient de l'expliquer précédemment. D'après notre récente étude, la plupart des contraintes rencontrées en implémentation des modèles en conduite de changement sont d'ordre principalement organisationnel et culturel. Intéressons-nous à présent aux 4 freins au changement. Les facteurs déterminant la force potentielle dans une résistance au changement sont liés à 4 freins à l'échelle de chaque individu, à savoir l'individu et sa personnalité, son histoire personnelle et professionnelle, ses enjeux par rapport au changement à venir, et enfin, le contexte du changement en question. L'individu, son histoire, les événements qu'il a rencontrés dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel, les enjeux, qu'est-ce qu'il va imaginer qu'il ou elle va perdre, quel va être l'impact pour lui personnellement par rapport à l'implémentation de ce changement, et enfin, le contexte. Comment va-t-il se faire, dans quelles circonstances, etc. La courbe du changement. Face à un changement, chaque personne passe par la courbe de résistance au changement, aussi appelée courbe du deuil ou swing du changement. Il s'agit de 5 stades psychologiques inévitables, plus ou moins longs et douloureux selon les cas,
mais tous sont incontournables. Nous allons les voir dès à présent. La vallée du changement, les 5 stades psychologiques. Premièrement, le déni, refus de comprendre. 2. La résistance au changement, refus de comprendre. 3. La décompensation, déception. 4. La résignation, c'est-à-dire acceptation. Et enfin, 5. L'intégration, l'adaptation. Premièrement, le déni, le refus de comprendre. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une réaction due au refus de voir sa réalité altérée. La zone de confort est déstabilisée. Sous l'emprise de nos émotions, on refuse totalement d'y croire ou d'accepter la nouvelle situation. Face à la stupéfaction, l'étonnement, le déni est souvent accompagné par une léthargie et une incapacité à raisonner normalement, sereinement. Deuxièmement, le refus du changement. Le changement devient une chose possible mais pas souhaitable car très inconfortable. L'individu va chercher à l'aménager pour le rendre moins inconfortable. Quelques signaux ou formes de résistance au changement, cela sera détaillé dans la suite de notre article. On va notamment parler de l'inertie. La personne ne dit rien, mais remet toujours le changement à plus tard. L'argumentation, elle discute le bien fondé du changement, les hypothèses et d'autres facteurs, en jouant sur les mots, en pratiquant l'amalgame. La personne a recours à la révolte, excès de colère, menace, excès de zèle, etc. Tout cela pour prouver que le changement tel qu'il est ne fonctionnera jamais. Troisièmement, la décompensation ou déception. Cette phase de la courbe de résistance au changement s'apparente à une déception, qui veut dire l'individu comprend qu'il a perdu la bataille et se sent abattu. Il peut se traduire par perte de motivation ou le cas limite d'une dépression. Celle-ci se traduit par une fatigue morale et musculaire, l'esprit étant encore tourmenté par le changement en soi. Quatrièmement, la résignation ou alors connue aussi sous le nom d'acceptation. Lors de cette phase d'acceptation, l'individu adhère, mais contraint et forcé. Il n'est ni heureux ni dynamique. Il comprend qu'il ne peut rien y changer, qu'il faut accepter pour continuer à vivre. On repère facilement ce stade car la personne est très nostalgique. Elle tend même à embellir le passé, à gommer tout ce qui était désagréable avant. On est dans l'esprit de « j'accepte, mais j'ai besoin encore de temps ». Cinquièmement, l'intégration ou adaptation. La dernière phase de la courbe de résistance au changement est l'acceptation. À ce stade, le changement ne se ressent plus. C'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Il est difficile de sortir seul de la résignation. Les proches, les collègues sont là pour l'aider à arrêter de se focaliser sur les inconvénients du changement et à voir ses avantages. Tout l'enjeu de l'accompagnement est d'agir suffisamment tôt et bien lors du passage au niveau des stades 1 et 2. Cela aura l'avantage de permettra d'éviter de s'éterniser dans le stade 3 ou du moins limiter sa durée et ses dégâts.
Remarque, ne pas oublier que chaque individu dispose de sa propre horloge interne, son rythme psychologique. Donc, il faudra tenir compte pour éviter les surprises et les réactions à chaud. Les formes de résistance au changement. La résistance au changement se manifeste de plusieurs manières, visibles ou invisibles. L'émotion est très présente et génère des comportements plus ou moins inadaptés de la part de l'individu ou d'un groupe d'individus. On observe souvent un phénomène de rassemblement d'individus qui pensent subir la même attaque et qui vont s'organiser en groupes résistants. Chaque groupe ayant bien entendu un leader. Ce sera ce type de profil qui sera le point d'entrée afin de dialoguer avec le groupe et le rassurer. Ce sera un agent de changement sur lequel va s'appuyer la stratégie des acteurs et la carte des alliés. Ce volet sera traité dans la partie 2 de ce chapitre. La résistance au changement en entreprise se manifeste à travers une mosaïque de comportements où s'entrelacent plusieurs formes, dont voici quelques exemples. Refus de coopérer, diabolisation, manipulation, sabotage, négligence, désintérêt et victimisation. Chacune de ces formes a des indicateurs qui permettent de l'identifier en vue d'y apporter les réponses appropriées. Voici une illustration des formes de réaction observées dans les projets de changement. Réaction-résistance au changement au centre. On a l'encadrement ne suit pas, c'est trop dur, c'est trop d'un coup. Ils se demandent pourquoi il y a si peu d'infos. Ils disent oui, mais rien ne se passe. Les problèmes ne se résolvent pas. Ils ne sont pas motivés. Ça part dans tous les sens. L'encadrement ne suit pas. Comment vaincre cette résistance au changement? Vaincre la résistance au changement signifie maîtriser, voire forcer les choses pour atteindre un objectif. Il s'agit en fait d'un processus d'accompagnement et de management. En règle générale, les gestionnaires ou alors managers ont la prétention de vouloir tout maîtriser ou contrôler, ce qui est une utopie en soi, ce qui est impossible. Faire appel à un coach d'organisation en synthémique en tout début de réflexion sur le projet peut s'avérer un bon investissement afin de réussir le processus d'acceptation du changement. L'expérience terrain en a démontré la pertinence plus d'une fois. L'accompagnement concerne aussi bien les résistants que les non-résistants. C'est tout l'intérêt d'une approche globale qui a pour devise « Chacun a ses raisons pour résister, mais tout le monde a besoin d'être accompagné et d'être rassuré ». Voyons ci-après 4 étapes pour vaincre la résistance au changement. Premièrement, réaliser une analyse d'impact. L'analyse d'impact est une analyse multidimensionnelle qui devra répondre aux questions fondamentales suivantes. Quoi, comment, qui, combien et où. Remarque, paradoxalement, même la population impactée positivement pourrait résister au changement pour des raisons multiples, comme le manque d'information ou de confiance. Il ne faut pas oublier de compléter l'analyse d'impact par la perception de la population cible des changements à venir. On pourra utiliser un sondage sur un échantillon. Comment voyez-vous ce changement? Comment
Vivez-vous cette perspective? Qu'est-ce qu'il vous apportera? La règle d'or est un compromis entre deux éléments. Capitaliser sur l'énergie et la force des alliés pour attirer et convaincre les résistants à embarquer progressivement dans le changement, et aussi rassurer les résistants par une approche humaine basée sur la proximité. Deuxièmement, élaborer une cartographie des acteurs et une stratégie des alliés. Dans un processus de gestion de la résistance psychologique au changement, la carte des acteurs et la stratégie des alliés consistent à évaluer, premièrement, la synergie d'un individu ou d'un groupe d'individus par rapport à l'impact du projet, le niveau d'antagonisme d'un individu ou d'un groupe d'individus par rapport au projet. Deux dimensions sont prises en compte, la position et l'action. Position vis-à-vis du changement, pour oui, non, contre si oui, contre oui ou non. Action pour le changement, actif oui ou non, passif oui ou non. 2.2, la carte des acteurs. La combinaison de ces dimensions conduit à identifier 8 catégories d'acteurs possibles. On va les voir ensemble. Donc voici un résumé de la carte des acteurs, résistance au changement, action, actif, passif. On a pour, position claire ou contre, ça c'est concernant la position claire. Position indécise, pour et contre, ni pour ni contre. Donc on a différents scénarios, C1, C5, pour position claire pour position claire contre, on a C2 et C6. Pour position indécise, pour et contre, C3 et C7. Et enfin, pour position indécise, ni pour ni contre, on a C4 et C8. Pour réaliser une cartographie des acteurs, assurez-vous de réunions d'informations générales sur le projet, ses impacts estimés par l'équipe, diffuser un questionnaire anonyme, précisons l'équipe d'appartenance, le niveau de management, lieu, site géographique, collecter les données disponibles à la DRH qui n'ont pas de caractère privé, faire des croisements et rapprochements pour avoir une première tendance globale par équipe et lieu. Remarque, la clé de ce processus de cartographie réside dans la pertinence des questions utilisées dans les sondages ou questionnaires. L'équipe projet devra faire preuve de créativité pour concevoir des questions adaptées au contexte, aux enjeux, mais surtout à la culture d'entreprise et à la typologie socio-professionnelle des groupes d'individus constituant la population cible. 2.4 Stratégie des alliés. C'est quoi et comment la réaliser? Elle définit la meilleure manière de se comporter vis-à-vis des différents groupes ou catégories d'acteurs identifiés. Chaque groupe d'acteurs aura besoin d'un type d'accompagnement spécifique. On devra donc construire une matrice d'action qui fera le mapping entre catégories d'acteurs et actions, comportement adéquat. Point d'appui à exploiter, point de vigilance à observer, recommandations d'action pour intervenir. Dans la suite, nous présenterons un tableau décrivant à titre indicatif et didactique cette correspondance. Vous comprendrez que le champ de créativité est large. Bien entendu, cette stratégie est vivante et devra être ajustée au fur et à mesure des mises à jour de la carte des acteurs. Troisièmement, élaborer un plan d'accompagnement. Un plan d'accompagnement est composé de 3 livrables. Plan de transition, tâche à accomplir pour migrer progressivement vers la situation finale désirée en s'appuyant sur le plan de communication projet et le plan de formation du personnel. Deuxièmement, plan de communication projet. Il s'agit d'expliquer les véritables raisons pour lesquelles les changements sont inévitables en partant de la situation actuelle vers celle désirée. Troisièmement, plan de formation. Une formation adéquate
apporte un nouveau confort aux collaborateurs et réduit ou alors supprime les angoisses de l'inconnu. Quatrièmement, exécuter et piloter l'accompagnement. Bien évidemment, un chef de projet se doit de produire des indicateurs de performance, mais en matière d'accompagnement, l'approche est différente. Le pilotage consiste à évaluer et à apprécier si le changement souhaité est effectivement en cours de réalisation. Je vous partage une méthode simple pour mesurer l'efficacité des actions mises en place pour accompagner la résistance au changement. Il s'agit du baromètre ICAP. Tableau de bord ICAP 1 est composé de 4 indicateurs complémentaires qui mesurent pour la population concernée les niveaux de progression selon 4 dimensions décrites dans ce tableau. Premièrement, ce modèle fut introduit par David Autissier, co-auteur du livre La boîte à outils de la conduite du changement et de la transformation, Juno 2019, comme un outil de mesure du changement en cours dans une entreprise. A plus P sont directement liés au volet résistance au changement car ils mesurent l'évolution de la position des acteurs. La tendance d'évolution renseigne sur la pertinence des actions prises et permettra d'ajuster si besoin les actions accompagnant et la stratégie des alliés. Comment ces indicateurs sont-ils obtenus? Ces indicateurs sont obtenus au cours d'interviews ou surveys ou bien au moyen de questionnaires sondages auprès de la population concernée ou d'un échantillon représentatif. La moyenne simple ou pondérée des 4 indicateurs peut constituer un indicateur global du changement pouvant être représenté sous la forme d'un baromètre KPI, remontée d'informations périodiques, un mois, un trimestre. On finira par la conclusion. L'approche de la résistance au changement décrite dans cet article a un caractère didactique et pédagogique. Les méthodes et outils partagés ont un caractère générique et peuvent être adaptés à vos contextes. Retenez bien l'esprit de la philosophie de l'approche et faites preuve d'innovation et de créativité pour l'implémenter et la déployer efficacement dans vos projets respectifs. J'anticipe un réel plaisir à découvrir vos feedbacks, critiques, commentaires, suggestions et questions. N'hésitez pas à réagir à ce cours, chapitre 9, qui sera enrichi par vos contributions. Encore une fois, je suis joignable sur la plateforme Moodle et je vous remercie de votre attention.